Et on enchaîne donc sur la table ronde des prérequis vers l'acquisition, donc avec Hélène Chambefort de l'INSERM, Emeline Grolot de Sciences Po et Guillaume Tulou de Lyon 2, qui vont commencer effectivement par tous les trois nous faire une présentation rapide et péchue de leurs outils, après quoi effectivement on échangera un peu en réaction à ces présentations. Et on commence avec Hélène. Donc, du coup, en fait, précoce en fait du service. En 1993, j'ai acquis le logiciel Taurus. Je ne sais pas si certains le connaissent, mais c'était un logiciel qui était utilisé à l'époque, qui nous permettait vraiment de gérer les archives papier de manière très simple. Donc des entrées, des informations d'archivage qui renseignaient sur le cycle de vie des archives, qui nous permettaient d'éditer des statistiques, notamment de sortir les éliminations annuelles et de faire des recherches pour les demandes de communication, des recherches simples ou croisées. Il s'est trouvé que malheureusement ce logiciel a fini par être complètement obsolète, il a été revendu, racheté, etc. et puis plus du tout utilisé. Donc en fait en 2014 il a été déposé sur une machine virtuelle, ce qui était compliqué parce que du coup on n'avait plus accès, on ne pouvait plus rentrer de nouvelles informations sur le logiciel. Donc en fait, en parallèle, moi j'avais commencé à travailler, à réfléchir à l'archivage électronique et à lancer en 2010 une AMOA en fait sur est-ce qu'il fallait ou pas réfléchir à un système d'archivage électronique à l'INSERM. Et puis du coup, on s'est dit qu'après la mise en machine virtuelle de Taurus, ce serait intéressant qu'on puisse en fait avoir un logiciel de gestion hybride. Donc on s'est tourné vers Spark Archive. Donc il y a eu toute une phase aussi où on a déposé des archives électroniques au CINES pour montrer en fait en preuve de concept que ça marchait de faire de l'archivage électronique en fait pour les dossiers notamment de recherche. Et on a fait un achat de Spark Archive en 2017. Avec une première phase sur la reprise des données de Taurus, donc intégration des versements, donc reprise des données. Et puis en parallèle, on a travaillé au marché donc sur l'archivage électronique, avec ajout d'un connecteur SEDA pour verser des archives donc à fort potentiel de risque au CINES. Notamment les cahiers de laboratoire électroniques et puis les dossiers d'essais cliniques. Donc ce que je mettais le plus, effectivement, intégration du plan de classement par rapport au logiciel Spark, par rapport à Taurus. On a intégré un plan de classement, des DUA, on a une implémentation automatique des codes, une gestion physique des magasins, et puis à terme c'est une ouverture aux correspondants archives en région. Par contre les moins, par rapport à notre logiciel Taurus qui était un petit logiciel mais qui ressemblait un peu, alors en moins perfectionné mais un peu au fonctionnement d'arcade, une difficulté de prise en main quand même par rapport à Spark qui n'est pas du tout souple d'utilisation, compliqué dans la gestion des recherches, notamment des recherches plus complexes, et puis des soucis de cotation entre nos cotations et puis les journaux électroniques, et un peu compliqué aussi sur la reprise des arborescences électroniques. Emeline. Okay. Alors nous, à Sciences Po, on a l'IGO, donc l'IGO Gestion, la brique Gestion depuis 2016, et depuis cette année, la brique Diffusion pour le portail. En fait, une de nos spécificités, en fait, quand on a acquis l'IGO en 2016, c'est qu'on n'était pas encore le département archives, et donc c'était 4 entités Sciences Po, mais bien distinctes, qui ont souhaité acquérir un même logiciel. Donc on fonctionnait avec ce qu'on appelait les groupes gestionnaires. Ça nous permettait d'identifier les versements vraiment qui dépendaient de l'entité. Après, il n'y avait pas du tout au final la question de confidentialité. Chaque personne pouvait voir l'ensemble des versements réalisés par une autre entité. Pour ceux qui ne connaissent pas l'IGO, voilà, je vous ai mis tout en bas un peu le menu qui propose. Vous voyez que ça se base vraiment sur les missions principales des archivistes, les 4C. Donc c'est assez facile à prendre en main. Ça se base également sur nos normes archivistiques ISAC-G pour remplir les formulaires de description. Il fonctionne également avec la non-répétition en fait, des informations. Donc si on rentre les éléments dans le bordereau de versement et qu'ensuite on veut classer ces archives, on n'aura pas besoin de répéter les informations. Elles seront
directement remises dans les modules de classement. Et pareil pour la localisation, où les DUA, elles seront remises dans les côtés conservation et communication. Donc, moi, je trouve qu'il offre beaucoup de possibilités, mais qu'il est fait également pour un grand nombre en fait, d'utilisateurs et des utilisateurs très classique, archives départementales, archives municipales. Et quand on est des structures un peu particulières, il faut s'adapter. Et au final, c'est plutôt à nous que nous mettre on va dire, au pas par rapport à ce que propose le logiciel. Et j'ai voulu faire un petit focus sur en fait, le module communication. Donc là, vous voyez, c'est une capture écran de la page communication. Donc avec l'IGO, on peut gérer la quasi-totalité des types de communication en salle de lecture, les communications internes ou administratives et également les prêts qu'on pourrait être amené à faire pour des expositions. On gère le profil lecteur des consultants. On peut édiquer des cartes lecteurs, des fantômes, des bordereaux de prêt. Et dans le petit encadré en bas, en fait, c'est ce que nous, on aimerait en plus, c'est que normalement, les évolutions qui vont apparaître, que voilà, pouvoir récupérer, vu que maintenant, on a l'IGO gestion, et donc on a un formulaire d'inscription pour les personnes qui prennent rendez-vous, que ce formulaire de pré-inscription puisse le récupérer directement dans l'outil de gestion et qu'on n'ait pas à ressaisir le profil lecteur. Également, pour l'instant, les communications administratives, en fait, elles ne se font pas dans l'IGO, dans la salle de lecture, virtuellement. C'est un onglet à part, alors que, en fait, dans les faits, nous, nos services viennent consulter la plupart du temps en salle de lecture. Et également, vu que je le disais ce matin, on a certaines archives qui sont externalisées. Et donc, gérer avec un autre logiciel, pour l'instant, on n'arrive pas à gérer ces communications-là dans l'IGO. Enfin, ça nous demande des petits bidouillages, et également pour les fonds qu'on a aux archives nationales, donc en fait qui sont sortis, qu'on ne fait pas consulter dans notre salle, on peut pas en fait, on les traite parce que les demandes nous sont faites, mais on ne peut pas les gérer dans l'outil. Mais j'y reviendrai en fait dans les questions ensuite de la table ronde. L'idée de ce que vous utilisez, j'ai envie de vous poser une question à tous les trois, c'est et qui peut-être est présente dans la tête de certains de nos collègues, c'est pourquoi à un moment on se tourne vers effectivement un logiciel pro comme ça? Qu'est-ce qui est un peu le déclencheur de cette démarche d'aller vers le logiciel? Du coup, moi, je vais vraiment passer pour un dinosaure parce qu'en fait, quand je commençais à travailler en 1991, à une époque où la bureautique était encore vraiment balbutiante, donc du coup le logiciel ça nous permettait de gérer les archives alors que je dirais qu'on avait un ordinateur pour le service. Alors le service j'étais toute seule mais j'avais quand même ponctuellement des vacataires qui venaient travailler notamment sur l'enregistrement des dossiers RH et tout et je me rappelle pas qu'on utilisait même Excel ou Word. J'ai retrouvé des comptes rendus de réunion que je faisais à la main en fait parce que à l'époque il y avait encore vraiment pas grand chose et du coup je sortais de l'université. Et j'avais eu des cours en informatique qui étaient hyper intéressants et qui permettaient vraiment de visualiser un peu ce que pouvait donner une gestion d'archives avec un logiciel, avec des champs dédiés, etc. Et je me suis dit, dans la mesure où j'avais les moyens au niveau INSERM d'acheter une solution, pourquoi pas effectivement me tourner vers une solution de logiciel. Et c'est ce que j'ai fait. Donc en fait, on a acheté un peu le principe d'arcade, une coquille vide, et après je l'ai monté en fait avec ce qui me semblait important au niveau en fait au niveau champ archivistique en fait. Et puis après ça a été facile puisque il y avait le service commençait, donc il n'y avait pas énormément d'archives à rentrer à l'intérieur, donc on a rentré nos archives un peu au début, on a repris quelques versements qui avaient été faits avant, et puis après on a rentré au fil de l'eau les archives. Et puis pour Spark, ça me semblait évident de continuer, ayant eu toujours l'habitude de travailler avec un logiciel, je ne me voyais pas revenir en arrière, même si on a dû le faire malgré tout, puisque entre le fait que Spark ait été en machine virtuelle donc en 2014 et la reprise des données en l'achat du logiciel 2017 avec Spark Archive, la reprise des données elle a commencé 2018, donc du coup on a eu quand même 4 ans pendant lesquels on n'avait pas de gestion, donc on avait une gestion possible, on pouvait regarder les archives anciennes qui étaient sur Taurus, mais en fait entre Taurus et Spark on n'avait rien, donc il fallait jongler entre là du coup des fichiers Excel et puis ce qui était comme information sur Spark, donc sur Taurus. Donc là ça a été un peu compliqué en fait de travailler. Quand on avait des recherches il fallait se dire là c'est vraiment ancien, donc ça va être sur Taurus. Là c'est potentiellement moins ancien, donc il faut qu'on regarde aussi sur les fichiers Excel. Ça a été une gestion qui a été au final très compliquée et très chronophage.
Et puis finalement, le passage à l'archivage hybride, en fait, on a été, ce que je disais tout à l'heure, un peu en parallèle au niveau de l'INSERM, avec même précurseur avec la réflexion sur le SAE, avec la réflexion qui a été menée au niveau de la gestion électronique de documents, donc par le DSI et puis par les services, notamment les services de l'agence comptable et finances. Et en fait, on a eu l'acceptation du logiciel archive plus ou moins en même temps que l'acceptation de se dire qu'il allait falloir faire une GED financière et comptable pour répondre en fait à l'obligation, à Chorus, etc. et tout. Et du coup, on a travaillé en parallèle à ce moment-là ensemble. Et ce qui va nous permettre, parce que pour l'instant, on n'a pas encore ces archives qui sont encore dans la GED, mais ce qui va nous permettre de les rentrer au fil de l'eau dans Torus, dans Spark Archive. Voilà. Alors, moi, j'étais pas là j'étais pas encore à Sciences Po quand la décision d'acquérir un logiciel s'est prise, mais de ce que j'ai vu et ce qu'on m'a dit, c'était pour professionnaliser en fait les services, les 4 services, et normaliser un peu les pratiques au sein de ces 4 services différents, en rationalisant en fait toutes les circulations, gestion des archives et des services. Et ensuite, pouvoir donner une visibilité plus grande aux archives conservées. Alors du coup, voilà, on a franchi le pas, on se lance dans un projet d'informatisation. Et justement, comment ça se vit en tant qu'archiviste, ce projet d'informatisation? Quel impact ça a effectivement sur le fonctionnement du service? Du coup, à l'INSERM, en fait, pour moi, ça allait de soi. Quand je créais le service, j'avais un peu de moyens. Ça allait de soi d'avoir une gestion matérielle des archives et à la fois une gestion intellectuelle, donc d'avoir ce logiciel en fait dédié sur l'archivage qui me permettait d'avoir vraiment une vision globale et totale en fait de la gestion des archives. Sur le passage à Spark Archive, c'était aussi une démarche un peu pareil en progression, de se dire que on avait de plus en plus d'outils informatiques, on réfléchissait déjà au cahier de laboratoire électronique. Donc on avait aussi cette réflexion qui commençait à monter en puissance sur tout ce qui était effectivement les projets administratifs, donc autour effectivement de la facturation électronique, de Chorus Pro, etc. On avait un agent comptable qui voulait un compte de gestion électronique et tout, donc c'était vraiment une montée en puissance aussi de se dire que c'était si on avait été précurseur sur le logiciel pour le papier, il fallait aussi qu'on ait une vision un peu globale en fait de l'archivage aussi et de l'archivage hybride, et de pouvoir aussi fournir, une fois que les GED seraient en place, de pouvoir récupérer des données qui soient des données aussi électroniques. Et c'est un peu comme ça que ça s'est passé. En parallèle, on avait effectivement dans les années avant d'avoir Spark Archive, moi j'ai une convention d'archivage avec le CINES qui a été signée en 2013. Et on a versé des fonds, à la fois des fonds de la photothèque INSERM, donc en images fixes et animées, qu'on versait tous les ans. Donc c'était aussi montrer comment on pouvait gérer une base de données vivante et l'archiver. On a versé des fonds aussi, on a versé un essai clinique, etc., des fonds un peu plus de recherche en fait au CINES, pour montrer aussi à l'INSERM et notamment à la DSI qu'on pouvait travailler sur l'archivage électronique, qu'on devait travailler sur l'archivage électronique. Et du coup, ça a marché puisqu'on a eu le logiciel avant que les GED soient mis en place en fait, et avec un DSI qui nous a aussi, c'est sur le budget de la DSI, Spark Archive, et c'est bien parce que c'est un très gros budget. Donc. Alors, à Sciences Po, ça a été long en fait. Ça a commencé la réflexion en 2012. Il y a eu un groupe de travail qui s'est formé avec les 4 entités gérantes des archives, donc les archives d'histoire contemporaine avec les fonds plutôt privés, le CEVIPOF avec notamment les archives électorales, la mission archive qui s'occupait des archives institutionnelles, et il y avait le CDSP qui, avec un projet Bicali, avait en fait des archives à numériser, des enquêtes à numériser et à traiter ces archives numérisées, mais il n'y a pas vocation en fait à conserver ces enquêtes. Donc ce groupe de travail a travaillé, a essayé de voir l'outil qui répondait au mieux à leurs besoins, et c'est qu'en 2016, donc 4 ans ensuite, qu'en fait l'IGO est rentré en production. Et par la suite, chacun en fait a un peu pris en main l'outil à sa manière. La mission archive donc a directement commencé à faire des versements des archives institutionnelles. Le CDSP avec le projet Bicali, ils ont classé les archives numérisées. Et en fait, moi, je suis arrivée en 2018, et c'est là que moi, j'ai essayé de reprendre les anciens inventaires. Donc, certains avaient plus de 40 ans.
en format papier, pas forcément en version électronique, pas normalisée. Donc au final, la reprise de données est encore en cours, si je puis dire, pour certains inventaires, ça prend du temps. Et par contre, les fonds étaient localisés. Dès le début, la localisation, enfin, l'outil nous a servi à localiser. Et on a pu, au final, également, en 2018, quand c'est arrivé, gérer les communications par l'outil. Mais c'est vrai que la prise en main a été longue et un peu selon les besoins de chacun par rapport à l'outil. Alors justement, c'est un peu le sens de ma question d'après, et après, une fois que l'outil est là, une fois que l'outil est en production, qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'on peut avoir un effet éventuellement de désillusion, ou est-ce que finalement aussi on va garder l'utilisation de notre bon vieux tableur qui a pu nous paraître suranné, mais qui en fait garde son utilité? Du coup, moi, c'est un peu difficile de répondre puisque j'ai toujours travaillé avec un logiciel, donc du coup, voilà. Mais ce que je trouve compliqué en fait au quotidien, c'est que du coup, Spark, c'est un logiciel qui est très performant, mais c'est un logiciel qui est très complexe, qui est pas facile de prise en main et d'utilisation. Et du coup, il faut arriver à passer beaucoup de temps dessus pour le maîtriser, etc. Et le temps, on l'a pas forcément. Donc, du coup, ça c'est un peu difficile. Arriver à faire changer aussi les pratiques, notamment par rapport à certaines personnes du service qui l'utilisent, notamment la personne qui travaille à rentrer les informations sur les données RH. Qui avait l'habitude de travailler d'une certaine manière et qui n'utilise pas le logiciel du tout, enfin dans toutes ses capacités, en fait, je sais pas comment on peut dire. Et du coup se dire que on peut l'utiliser notamment sur la gestion de l'espace, ce qu'on fait pas alors qu'on devrait le faire. On pourrait l'utiliser aussi pour gérer les communications d'archives, ce qu'on fait pas parce qu'on faisait autrement jusque-là et que c'est cette même personne aussi qui rentre les communications. Et du coup, on a tout un travail à faire sur à la fois Julien et moi le prendre vraiment en main, pour vraiment développer toutes ses capacités, toutes nos capacités par rapport à aux traitements possibles, et puis arriver aussi en conduite de changement à faire en sorte que les gens du service aussi l'utilisent un maximum. Et puis on voudrait aussi, dans la mesure où on a toutes les informations d'archivage qui sont rentrées, on a un plan de classement, on a des DEA qui sont entrés dans le logiciel, on a aussi toute une gestion, une filiation des services en fait qu'on avait faite quand on a mis le Spark en place. Donc savoir que tel service c'était le père de tel autre service, etc. Donc ça c'est hyper important. Et du coup faire en sorte que nos correspondants archives en région puissent aussi l'utiliser, puisque ce logiciel il a été mis en place à l'INSERM en même temps que moi j'ai développé vraiment une politique d'archivage régionale en fait. Et avec des correspondants archives en région, et il devrait leur permettre aussi de rentrer leurs informations. Par exemple, les dossiers RH en région, moi je voudrais qu'ils puissent les rentrer en fait directement et qu'on puisse nous après avoir un accès à ces informations et aux communications potentielles, mais avoir une vision du coup, nous permettre d'avoir une vision vraiment, je dirais, la plus exhaustive possible des archives de l'INSERM. Mais ça c'est une vision à mon sens à très long terme, mais que je voudrais vraiment pouvoir arriver à mener. Alors, en n'ayant pas le même outil, je rejoins complètement ce que tu viens de dire, Hélène. On n'utilise pas toutes les fonctionnalités parce qu'on a nos habitudes, mais aussi parce que parfois l'outil rend complexe les choses qu'on a l'habitude de faire plus simplement. Par exemple, l'IGO nous permettrait de gérer les tableaux de gestion, et pour l'instant, on ne les a pas mis encore. Après, comme je vous disais, on a des très vieux inventaires qui ne sont pas normés, qui ne sont pas harmonisés en version papier ou scanné PDF. Donc, en fait, on a fait le choix aussi d'attendre d'avoir le temps de les reprendre pour les rentrer dans l'IGO. Donc, ce qui fait qu'on est obligé de jongler entre les outils, entre ce qu'on a rentré dans l'IGO et ce qui est en dehors de l'IGO, nos vieux PDF, nos vieux récollements qui sont encore sur notre réseau. Et tout à l'heure, j'ai fait un focus sur les communications parce qu'en fait, il y a plusieurs communications qu'on n'arrive pas en fait à traiter dans l'IGO parce que lui, il ne voit que la sortie vraiment d'une boîte. La consultation d'une boîte, alors que voilà, les archives qu'on a aux archives nationales, pour lesquelles les archives nationales nous contactent pour qu'on donne l'autorisation, donc qui nous demandent un travail, et on peut pas les mettre, vu que c'est pas nous qui communiquons la boîte, c'est que communication, en fait, on peut pas la rentrer dans l'IGO pour le moment. Ou encore les communications, en fait,
que moi j'appelle sans suite, les recherches qu'on fait, mais au final qui n'aboutissent pas, parce que malheureusement on n'a pas, et ça nous prend du temps, mais vu qu'il n'y a pas de consultation physique de boîte, le logiciel ne le permet pas. Donc c'est pour ça que nous, à côté, on a gardé un tableur Excel pour au final recenser toutes les communications pour à la suite. En fait, lors de notre rapport d'activité, pouvoir lister l'ensemble des communications, des recherches qu'on effectue. Merci. Donc finalement, on peut résumer, on peut dire on a des outils qui sont intéressants, puisqu'on voit bien, on comprend bien le sens des démarches qui vous ont mené à y aller, mais qui sont complexes à mettre en œuvre, qui peuvent être complexes dans leur utilisation, et qui resteront un outil parmi les autres. Et que même si on a parfois un outil qui peut tout faire, on ne veut pas forcément tout faire dans l'outil. Est-ce que vous avez des questions ? Moi, je voudrais savoir par rapport à, pour une personne, voilà, l'archiviste, la part que vous avez mis sur la mise en place du logiciel avec les intégrations de vos inventaires et le reste que vous aviez à côté sur une période, dire un peu ce que ça peut représenter sur le quotidien. Du coup, moi, je vais parler de Spark, puisque l'autre, il y a longtemps, donc c'était un peu, voilà. Ça a été énormément de temps, en fait. On était, donc, Valentine, qui était mon adjointe à l'époque, a passé pendant 6 mois pratiquement 100% de son temps à faire déjà à penser au plan de classement, donc intégrer des tableaux de gestion. Enfin, ça, c'est vraiment elle qui l'a fait, intégrer des tableaux de gestion, les DUA, etc. Moi, j'ai travaillé aussi... je dirais peut-être moins de temps, mais au moins 2 mois à temps plein pour faire l'historique des services, etc. Donc ça a été très très long. Et après, elle a passé aussi énormément de temps au moment pour la reprise des données, en fait, des informations Taurus papier, Taurus Spark. Et là, je dirais merci le confinement, parce qu'elle a pu faire ça, en fait, en grande partie grâce au Covid. Mais c'est un temps, c'est énormément de temps, et c'est encore, même maintenant, c'est encore énormément de temps. Enfin, tout ce qui est... continuer à le prendre en main. Bon, Julia le connaissait pas, mais elle passait énormément de temps à répondre. Il y a des bugs. Enfin, tout ça, c'est un temps. Enfin, c'est pas souple d'utilisation. En plus, c'est un logiciel qui est quand même très cher. Donc, on a acheté quand même quelque chose de cher, mais malgré tout, on n'avait pas la version la plus performante. Donc là, ils sont en train de nous dire, si vous voulez ça, il faut acheter la version. Enfin, c'est toujours un peu. Mais du coup, ça veut dire que ça va être encore du temps de reprise de données. Enfin, c'est quand même. Et du coup, c'est. Je dis. Enfin, voilà, pour moi, c'est quand même c'est très très chronophage, en fait. Hélène, du coup, j'avais une question sur le versement au CINES, en fait, et la question de la convention, parce que je me posais une question, alors je suis peut-être la seule, mais quand vous avez versé des fonds au CINES, si quelqu'un veut les consulter, est-ce que c'est possible et comment ? Alors, très compliqué. Bon, moi, j'ai un peu l'impression que le CINES, c'est compliqué en ce moment, mais bon, après, c'est peut-être que moi qui ai ce ressenti-là. Pour l'instant, nous, on peut les consulter, mais c'est tout, en fait. C'est pas possible que quelqu'un d'autre aille consulter les fonds. Donc du coup, il faudrait là aussi que je me penche là-dessus pour voir un peu comment on peut faire, parce que la photothèque n'existe plus à l'INSERM, mais ce serait intéressant qu'on puisse quand même reprendre des photos, tu vois, voilà. Donc comment on fait, parce qu'on avait une base de données qui était dynamique et qui est maintenant à plat. Enfin, ça pose quand même aussi pas mal de questions. Et puis du coup, nous, sur le projet de Spark, on a travaillé sur les connecteurs, donc Spark, CINES, pour pouvoir envoyer des archives. Donc en fait, nos archives électroniques, elles sont transformées au format CEDA pour être envoyées au CINES, qui les gère avec Vita. Donc ça, on a fait des tests et on n'a pas pu aller au bout parce que le CINES, et en ce moment, et c'est un peu compliqué. Et du coup, ça, pour l'instant, moi, je suis un peu... Donc Spark peut le faire, mais on l'a pas encore fait. Donc voilà. Donc au niveau CINES, c'est un peu difficile. Mais du coup, ça a été aussi une grosse partie du temps du projet du logiciel, puisqu'il a fallu aussi qu'on teste ce passage-là CEDA. Il a fallu un moment qu'on attende. Le CINES était encore en CEDA 1, Spark était en CEDA 2. Après, le CINES est passé en CEDA 2.1. Donc, ils n'arrivaient pas à dialoguer sur le CEDA. Donc là aussi, ça a pris facilement 1 an dans la vue avec cette histoire de transformation de CEDA. Et du coup, ça a été aussi complexe. Benjamin. J'ai combien de minutes? Parce qu'en fait, j'ai 3 questions
qui sont très, très brèves. Hein, mais... Fais la première, on verra après. Du coup, la question a déjà été plus ou moins posée sur la partie, justement, sur la partie reprise des données qui peut prendre vraiment beaucoup de temps, et notamment après aussi la phase de recettage, quand on voit qu'il y a plein de choses qui vont pas. La question que je voulais poser, c'était quoi en fait le périmètre vraiment de la reprise des données, notamment par exemple en nombre de bordereaux de versement et ce genre de choses, parce que c'est ça qui induit vraiment aussi, il y a tout le travail de fiabilisation en amont, mais après du coup, en termes de saisie, ce que ça peut représenter. Ça représente à peu près quoi, du coup, pour chacun d'entre vous, ce périmètre-là de reprise, par BV, BE, etc. Donc, Alors, en termes de volumétrie, je pourrais pas vous dire parce que moi j'étais pas là quand on a acquis l'outil, mais je rejoins exactement ce que dit Guillaume, parce que beaucoup d'inventaires n'ont pas pu être repris parce qu'ils n'étaient pas en fait sous Excel, et ce que souvent le prestataire en fait voulait pour que ce soit le plus simple. Donc dans tous les cas, en fait, ça demande un travail énorme auparavant à faire de notre côté pour la reprise de données, mais qui est essentiel. C'est vrai qu'on a un peu l'impression peut-être de perdre du temps, mais si ensuite on veut que ce soit efficace assez rapidement, c'est essentiel. Et nous, en fait, on a eu deux phases. Donc la phase qui était effectivement la reprise de la base de données Taurus, en fait, sur Spark, donc qui a été transformée en CSV, en fait, avec une difficulté de la part de Spark, c'est qu'en fait, il fallait rentrer les informations dans plusieurs fichiers Excel. Et quand on a rentré une information qui était la même dans les 4 fichiers Excel, il n'y avait pas de macro pour permettre de la redéployer 4 fois. Il fallait chaque fois qu'on remarque l'information. Donc ça a été infernal. Et puis après, la reprise du coup des fichiers Excel de 2014 à 2018, ça a été un peu plus simple. Et en gros, on a, je dirais, 20 000 versements. Alors, Benjamin, tu as le droit à une autre question, la plus courte des deux. La chance. Du coup, j'avais une question sur l'investissement de la DSI, mais du coup, je vais faire plutôt l'autre question, c'est où est-ce que du coup, j'ai triché, hein, mais où est-ce que du coup vous hébergez vos données? Est-ce que c'est hébergé chez vous ou est-ce que c'est hébergé chez l'éditeur? Voilà. Hébergement chez nous. Nous aussi. Nous aussi, et pour rebondir sur ta question sur la DSI, implication de la DSI absolument nulle. Et alors, un peu mieux maintenant, mais du coup, c'est pour ça aussi qu'on a perdu beaucoup de temps, parce que les macros Excel, etc., ils auraient pu aussi nous les fournir, et ils ne l'ont pas fait. Donc, en fait, il y a plein de choses qu'on a fait vraiment toute seule avec Valentine. Et du coup voilà, ça a été vraiment pénible. Alors, bon, ils ont payé quand même le logiciel, mais bon, en dehors de ça, voilà, quoi. Il y a eu zéro investissement en temps humain. Ou presque. Eh bien écoutez, on a dépassé notre créneau que d'1 minute, donc c'est parfait. Merci beaucoup à tous les trois.